Le destin, c'est cette puissance supérieure et incontrôlable qui guide nos vies vers des événements précis de l'existence humaine. Certaines entités de l'histoire avaient comme destin de sauver le monde et de devenir des héros. D'autres possédaient comme condition celle de protéger une lignée bien précise de garçons certes naïfs, mais à la fois héros de l'avenir. Car le plus grand shinobi de l'histoire n'est pas celui étant né avec un talent naturel pour les arts ninja, mais il s'agit en réalité du garçonnet blond aux yeux bleus sur qui on n'aurait jamais misé une pièce. Masashi Kishimoto explique donc dans la genèse de son récit que derrière chaque grand personnage se dissimule une ombre, une présence, un homme avec un grand H. Jiraiya, étant vu par la majorité comme un éternel obsédé, sera finalement l'un des plus grands piliers de la postérité. Il n'est pas qu'un écrivain, un ninja de renom ou un dragueur idiot. Au travers de la vie et de la mort, longé par la rivière Sanzu, il est en réalité le protecteur de la famille Uzumaki, et ce, peu importe les générations. Car pour un romancier et un écrivain, il serait bien dommage de se fier qu'à sa simple couverture. Cet homme était le maître de Minato Namikaze, puis de Naruto Uzumaki, avant de perdre la vie et de rabattre sa plume le long d'une page ancrée d'un avenir incertain. Cependant, si Masashi Kishimoto nous a bel et bien appris quelque chose, c'est que la mort et ses ténèbres ne triompheront jamais face à la flamme de la volonté et les rêves d'un homme. Un homme ne meurt pas quand il disparaît, un homme meurt quand on ne se souvient plus de lui. Car même cloné et évoluant sous une nouvelle identité, le destin de Jiraiya le guidera vers Boruto Uzumaki afin de le protéger et de lui apprendre une leçon. Peu importe à quel point les ténèbres dévoreront notre monde, nous sommes de ceux qui avancent. De cette manière, Masashi Kishimoto offre au lecteur de son récit une écriture parfaite pour le personnage de Jiraiya. L'écrivain devient en réalité le prisonnier de l'histoire et du destin qu'il a toujours cherché à écrire. S'il n'était pas le garçon de la prophétie, eh bien il deviendra le protecteur d'une lignée bien précise de héros, et ce, qu'ils soient vivants ou morts. Kashin Koji avance désormais aux côtés de Boruto Uzumaki dans un monde en proie aux ténèbres. Si le jeune héros du récit quant à lui a tout d'abord perdu ses parents, son statut de fils, son village, ses amis et sa petite sœur, nous apprenons aujourd'hui qu'il vient de perdre son maître et oncle Uchiha Sasuke. Jamais l'univers de Naruto n'aurait été aussi sombre. Les deux héros de la Grande Guerre sont désormais scellés et l'Alliance Shinobi n'a pas connaissance de l'arrivée d'une nouvelle organisation. Si l'œuvre Naruto et Boruto abritait l'Akatsuki et Kara, aujourd'hui Boruto tout Blue Vortex nous présente une nouvelle organisation, les Shinju Ego. Eh bien les gars, je suis de retour. Et j'ai vraiment l'impression que sur YouTube, je suis de retour tous les 2 mois. C'est catastrophique et j'en suis réellement désolé. Avant de commencer la vidéo du coup sur les Shinju Ego, je tiens vraiment à vous expliquer un peu la situation par rapport à YouTube, mon boulot, ce qui se passe, pourquoi il y a autant de retard sur les programmes de vidéos et pourquoi je galère autant à tenir un rythme. Parce que ça fait bien 1 an, 2 ans, 3 ans que je galère à tenir un rythme. C'est assez galère. Lors des 4 dernières vidéos, donc depuis que j'ai fait ma vidéo avec Inox, eh bien j'ai fait 40 vidéos environ, donc c'est pas fou sur 4 ans, 40 vidéos, ça fait moins d'une vidéo par mois, donc c'est pas bon du tout, et j'en suis vraiment désolé. C'est pas fou, du tout. Actuellement, j'ai un boulot où je fais 50 à 60 heures par semaine. Je commence à 9 h, je finis à 20 h, des fois 21 h. Je n'ai pas de pause l'après-midi, juste une pause pour manger. Donc, déjà, le rythme de boulot que j'ai actuellement, il est dégueulasse, il est effroyable. Et je me tâte limite à quitter mon taf parce que ça prend beaucoup trop de temps et que je ne peux pas faire YouTube. Donc, je me tâte limite à quitter mon taf pour vous. Ça prouve que je vous aime quand même. Secondement, il faut pas oublier du coup que je suis le créateur, auteur et scénariste de Dragon Ball Kakumei. Donc, Dragon Ball Kakumei, c'est bientôt une trentaine de chapitres. On fait 40-50 pages par mois, donc c'est un vrai boulot de scénarisation, de checker les pages de Poisson Labo, voir si on les valide, voir si on les valide pas. Il y a les dédicaces qu'on fait. On était à Saint-Maur-des-Fossés à côté de Paris il y a quelques semaines, donc... Voilà, on enchaîne les dédicaces, on enchaîne les projets avec Dragon Ball Kakumei, mon boulot de base. N'oubliez pas qu'à côté, il y a Naruto Shumetsu qui va arriver, qui est un fan manga Naruto que je bosse aussi avec un autre dessinateur, c'est Lenny. Vous avez un peu son taf qui apparaît à l'écran, donc voilà, ça c'est officiel, je l'ai déjà annoncé un peu partout. Mais pour 2024, il y aura un fan manga Naruto qui arrivera sur la toile. Personne dit la toile, c'est tellement ringard.
se surfer sur la toile. Mais voilà, du coup, à côté de Kakumei, je bosse Shumetsu, donc c'est vraiment un boulot aussi. Le premier chapitre de Shumetsu, là on vient de finir les storyboards, il fera près de 120 pages, ce qui est énorme. Pour un premier chapitre, on va vraiment taper fort dès le début, montrer un peu ce qu'on a dans le ventre aussi, montrer ce que les niveaux en tant que mangaka. Donc voilà, c'est un vrai boulot, c'est vraiment un truc qu'il faut sortir des tripes. Et à côté, je vous le cache pas, il y a la copine, il y a la famille, il y a tout ça, donc ça demande du temps. Et quand tu bosses Kakumei, Shumetsu et que tu as un 50 heures en travail, tu rentres, t'es claqué. Il y a quelques temps, je travaillais une vidéo sur Dragon Ball Kakumei où j'expliquais un peu le projet, l'histoire, toutes les péripéties qu'il y a eu pour ce projet-là. J'étais à 70 heures de montage, c'était ma grosse vidéo qui devait sortir. Et pour une raison inconnue, j'ai perdu tout le montage. Tout a été effacé, tout a été supprimé. Du coup, je dois recommencer la vidéo de zéro. Et quand on a 70 heures de montage sur une vidéo qui sont effacées et qu'il faut tout recommencer, ça tape un peu sur le moral. Donc ça explique aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Voilà, vous savez tout. Sachez vraiment que pour 2024, j'ai envie de me sortir les doigts. Ça fait bien 2 ans qu'on est à 10 000 abonnés des 100 000. Donc on est vraiment tout proche d'un palier. J'ai vraiment envie de passer ce cap-là, d'accélérer, rien que pour vous aussi, hein, montrer un peu ce que je vaux, puisque les vidéos sont assez rares sur la chaîne depuis ces derniers mois. Mais quand ça sort, vous êtes présents, vous êtes là. 65 000 vues, 83 000, 84 000. Donc les dernières vidéos font des stats pour mon nombre d'abonnés. Donc c'est très cool, c'est très plaisant. Merci pour tout, merci de me soutenir, merci de m'encourager, merci d'attendre autant les vidéos. Et voilà, on va pouvoir commencer la vidéo sur les Shinju Ego. Mais je voulais juste mettre au clair un peu la situation et pourquoi il y a si peu de vidéos. Il y a beaucoup de fatigue et j'ai du mal à gérer tout, je vous le cache pas. Donc on va essayer de changer un peu la donne pour 2024, même changer de boulot s'il le faut. C'est déjà en tête, donc voilà. C'est parti. Vous ne pouvez pas nous utiliser, vous ne pouvez pas faire de nouveaux objets. C'est pour toutes ces raisons que Jubi aujourd'hui a profité de la naïveté de Code afin d'éveiller sa propre conscience, et tout cela, je le théorisais déjà il y a plusieurs mois. En d'autres termes, je me répète encore une fois, oui, Jubi évolue et il devient de plus en plus humain. Il risque donc dans les chapitres à venir de développer un second œil, de prendre une posture plus humaine et classique, pourquoi pas de perdre sa queue afin de ressembler toujours plus à un être humain. De cette manière, Jubi pourrait bel et bien réagir comme Sameada à l'époque, et le lien est très intéressant à faire. Désolé les gars, mais à chaque fois que je fais une review, une vidéo et que je prévois un truc, ça se passe. Je suis désolé, mais je suis beaucoup trop chaud sur le game de Boruto. Je suis un gars très humble, je suis un gars avec beaucoup de sang-froid, mais il faut avouer une chose sur le sujet de Boruto. Je fais que des braquages. Je vais un jour faire une vidéo de tous les trucs que j'avais prédits. C'est une dinguerie. Je suis un monstre. Je suis trop chaud. La transgénèse, voilà le sujet qu'évoque Masashi Kishimoto dans la première partie de Boruto Two Blue Vortex. Autrement dit, la capacité que possède une plante pour ajouter un nouveau gène dans un organisme afin de se régénérer ou encore d'évoluer. C'est donc de cette manière que Shinju dévoile sa première capacité, celle de s'accaparer les gènes d'un être humain afin d'y obtenir son histoire et son savoir. Nous pensions dans un premier temps que les hommes et femmes dévorés par les crasses d'ongles se transformaient en arbres et perdaient la vie, mais en réalité ils deviennent victimes d'un Fuin Jutsu et alimentent désormais un Shinju Ego possédant son apparence et ses capacités. Chose qui n'est pas non plus sans rappeler le cas de Yamato qui alimentait quant à lui les Zetsu blancs et donc l'armée de Kabuto, de Madara et de Obito. Mais cette fois-ci, les arbres ayant scellé un être humain utilisent le système de transfert racinaire afin d'offrir au Shinju Ego la connaissance et le savoir. Et ce que j'aime vraiment aujourd'hui avec Two Blue Vortex, c'est que Masashi Kishimoto a étudié les plantes, il a étudié le système racinaire et tout ce côté transgénèse, et ça je kiffe. Putain, Kishimoto, t'as un roi, je te kiffe vraiment. Mais pour comprendre toute la situation et le point marquant de l'œuvre Boruto, il est important de revenir sur Shinju et son évolution au travers des années. Tout d'abord, les marques de griffes de Code possèdent 2 composants, et si vous ne savez pas ce qu'est les composants des marques de griffes de ce shinobi, eh bien vous ne pourrez pas comprendre réellement qui sont les Shinju Ego. Ça je le précise depuis plusieurs vidéos, mais c'est vraiment important.
Les deux composants sont du chakra et du fer qui est contenu dans le sang de Code. Voilà, ça faut se mettre en tête. Les marques de griffes, les traces noires, c'est du chakra plus du fer contenu dans le sang du shinobi. Avec ces deux caractéristiques posées sur leur corps, Jubi a assimilé du chakra et du sang humain. Il s'est divisé comme il a toujours été capable de le faire et a développé la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat. Donc je le répète car c'est important, Jubi qui est une forme extraterrestre, qui est une sorte de monstre plante, il a assimilé de l'ADN humain et du chakra humain pour du coup devenir un peu plus humain et développer des sens humains. J'explique plusieurs fois mais vraiment je veux que ce soit chapitré et je veux que les gens comprennent. Possédant maintenant les 5 sens humains, Jubi a développé une conscience qui se trouve en perpétuelle évolution. Mais alors, on a le droit de se demander comment s'est créé les Shinjo-Ego, comment ils ont vu le jour. Eh bien en réalité, le schéma est juste très simple. Jubi est le démon à 10 queues, il s'agit à l'heure d'aujourd'hui du Biju le plus puissant qu'il n'ait jamais existé. Suite à sa rencontre avec Code, il se fait diviser en plusieurs parties et devient donc ce que nous appelons, nous, les crasses d'ongles. On voit alors une différence très importante entre la division cellulaire de Jubi pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi et la division cellulaire de Jubi forcée par le pouvoir de Code ainsi que son chakra et son ADN. Il y a vraiment une grande différence déjà au niveau de l'apparence. Vous avez dans un premier temps les Jubi classiques et vous avez les Jubi qui ont assimilé le fer et le chakra de Code. Donc ils sont un peu plus humains. Les Jubi miniatures ont alors comme mission de dévorer les terriens afin d'espérer tomber un jour sur un Otsutsuki. Si une crasse d'ongles dévore un terrien lambda, il se transformera en arbre et à ce moment précis dans la dimension des stèles Otsutsuki, un nouvel être voit le jour. Il porte alors le nom de Shinjo-Ego. Est-ce que vous vous rappelez du film 1 de Pokémon où Mewtwo crée des clones et du coup il prend l'ADN des Pokémon pour créer des clones de Pokémon? Bah en vrai, c'est quasiment la même chose, pour avoir une image en tête. Mais alors, comment on passe d'un humain dévoré par un arbre à un clone de lui qui apparaît dans la dimension Otsutsuki? Eh bien, c'est justement le transfert racinaire. C'est ce que j'ai évoqué en début de vidéo. C'est le fait de transférer une gène à un autre organisme. Donc, c'est ce qui se passe en fait. C'est quand un humain se fait bouffer par un arbre, les racines de ce petit arbre les transfèrent jusqu'à l'arbre Otsutsuki. Et là, il y a un Shinjo-Ego qui naît. Le transfert de données se fait et d'ADN se fait. Et il y a un clone qui apparaît, c'est ce qu'on appelle du coup un Shinjo-Ego, et c'est donc le sujet du transfert racinaire et la transgénèse. Par exemple, pendant l'ellipse des 2 à 3 ans, Bug se fait dévorer par une crasse d'ongles, et aujourd'hui on voit un Shinjo-Ego de Bug qui est apparu dans la dimension. Voilà. Il est donc temps d'évoquer ensemble et aujourd'hui les 4 Shinjo-Ego qui existent à l'heure actuelle, et de leurs capacités et de leurs secrets. Pour commencer, les Shinjo-Ego masculins porteront des vêtements noirs et les Shinjo-Ego féminins, eux, porteront des vêtements blancs. Kishimoto reproduit une énième fois la présence du yin et du yang au cœur même de la nouvelle organisation d'antagonistes. Maintenant, c'est parti, on va parler des personnages et là vous allez kiffer, vous allez apprendre extrêmement de choses. Ou bien pas du tout. Un peu. Matsuri, c'est le Shinjo-Ego ayant aspiré le corps de Moegi. Son prénom est donc une référence directe à Kazamatsuri, qui est le clan d'origine de Moegi. Kazamatsuri, Matsuri, Shinjo-Ego. Ils ont pas fait plus compliqué, mais ça marche très bien. Matsuri est également le 3e personnage de la licence à porter ce prénom, car la première élève de Gaara s'appelait elle aussi Matsuri, tout comme l'une des amies d'enfance de Konohamaru. Encore une fois, vous auriez pu faire mieux, c'est quand même la 3e Matsuri de l'œuvre. On va commencer à se perdre les gars. Faites un petit effort, s'il vous plaît. Dans un premier temps, Matsuri ressemblait quand même beaucoup à Delta, via la coiffure très rapidement, mais surtout grâce à sa posture. Dans sa manière d'agir, d'être, de tenir sa hanche, de poser ses mains et tout, elle ressemblait un peu à Delta. Mais il y a un truc qui nous a fait tilter très rapidement, c'est une ressemblance également très frappante avec Moegi Kazamatsuri. Si vous ne savez plus du tout qui est Moegi, au cas où, c'est la sensei de la Team 10, donc de Shikadai, Shosho et Inojin, mais également la meilleure amie de Udon et de Konohamaru.
Le fait que Moegi soit prisonnière d'un Fuinjutsu révèle donc un futur combat de la Team 10 contre ce Shinju Ego, ou bien un rôle important pour Konohamaru qui devra libérer sa meilleure amie du triste avenir qui la guette. Mais alors, pourquoi le choix de Moegi Kazamatsuri est l'un des meilleurs choix qu'a fait Masashi Kishimoto dans l'écriture de Two Blue Vortex? Parce que je ne rigole pas, ce choix est juste ultra intéressant. Eh bien, en réalité, cette jeune femme est une experte en Doton et Shuton. Mais ce n'est pas tout, parce que si c'était que ça, ce serait extrêmement claqué au sol. Néanmoins, il est important de remarquer que l'un des jutsu utilisés par Moegi contre Amado pendant sa demande d'asile est aujourd'hui réutilisé par Matsuri contre Boruto Uzumaki dans la dimension des stèles Otsutsuki. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup trop de noms, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que ce Shinju Ego est dangereux pour l'Alliance Ninja, et est-ce que cette femme-là peut menacer le monde? Oui, elle est trop dangereuse, et je rigole pas. Même Moegi de base est dangereuse, hein. Mais juste qu'il ne l'exploite pas, comme tellement de personnages dans l'œuvre Boruto, mais c'est un autre sujet encore une fois. Eh bien, en réalité, Yamato n'est pas le seul utilisateur du Mokuton qui existe à l'heure actuelle. Nous apprenons dans le tome 4 de Boruto Naruto Next Generations que Moegi possède également la capacité de contrôler et d'utiliser le bois à sa guise. Donc nous avons Hashirama, Yamato, qui a un petit déclin quand même de Hashirama, puis Moegi, qui a un gros déclin de Yamato. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant que cette femme-là utilise le Mokuton. Il faut juste maintenant avoir l'explication de comment elle peut utiliser le Mokuton. D'ailleurs, Moegi pourrait également être experte du Dayton, qui est un Kekkeigankai de l'élément de la boue. Ça, je vous l'explique très rapidement, c'est méconnu de beaucoup. Mais je l'explique rapidement parce que je suis extrêmement tigeant. Lorsqu'un shinobi utilise parfaitement le Shuton et le Doton, mais vraiment à la perfection, il peut donc créer le Mokuton. Il mélange la terre et l'eau, ça fait du bois. Ça vous le savez. Néanmoins, si un shinobi ou bien une kunoichi maîtrise pas très bien le Shuton et le Mokuton, il peut ou elle peut créer une version imparfaite du Mokuton qui s'appelle donc le Dayton et c'est l'élément de la boue. On mélange la terre et l'eau. On peut aussi créer le Dayton qui est l'élément de la boue utilisé par Hiruzen Sarutobi pendant son combat contre Orochimaru. Donc le Shuton et le Doton peuvent créer deux éléments, le Dayton et le Mokuton qui sont deux variantes complètement différentes. On peut donc comprendre que Hiruzen Sarutobi était pas loin de connaître et de apprendre de maîtriser le Mokuton, néanmoins il était à l'étape juste avant, le Dayton. La simple existence de ce Shinju Ego pose donc une menace très importante sur les démons à queue, puisque leur sécurité dans le monde shinobi n'est plus du tout assurée. En créant les Shinju Ego, Kishimoto offre de l'importance pour des personnages oubliés ou sur qui on n'aurait jamais misé une pièce. Je te pose donc la question, qui aurait pensé un jour que Bug ou bien Moegi seraient devenus des ennemis du monde? Personne. Je le répète, personne, et c'est juste en ça que l'idée des Shinju Ego est juste incroyable et trop bien trouvée. Kishimoto possède entre les mains la capacité de rendre à nouveau utiles des personnages oubliés ou bien inutiles. On pense également que la vision des Shinju Ego est connectée comme les Pain Rikodo à l'époque, puisqu'ils possèdent toutes et tous des Rinnegan et qu'ils sont également toutes et tous connectés par le fait d'être Shinju de base. Donc logiquement, la vision des Shinju Ego est connectée. Logiquement. Je pense également que les Shinju Ego peuvent éveiller un élément du chakra qui de base n'est pas éveillé dans l'être humain de base. Mais ça, j'en parlerai quand on parlera du coup de Bug. Chaque chose en son temps. C'est important. Mais ce n'est pas tout, nous apprenons via le leader de l'organisation Shinju Ego que chaque membre possède un objectif qui lui est propre. Si de base les Crasse d'Ongles avaient comme objectif instinctif celui de dévorer un membre du clan Otsutsuki, eh bien nous découvrons aujourd'hui que les formes évoluées des Crasse d'Ongles possèdent comme instinct celui de vouloir dévorer la personne qu'ils aiment le plus. Matsuri ressent donc les sentiments de Moegi Kazamatsuri et pose donc son dévolu sur Konohamaru Sarutobi, son ami d'enfance mais également un probable amour de jeunesse. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix aussi dégueulasse, mais t'as compris l'idée. De cette manière, je le répète, Kishimoto pourrait enfin développer Konohamaru qui depuis la création de Boruto a toujours été à la recherche d'un amour éternel. Pour continuer, on va parler de l'alter ego de Bug, qui est un sujet beaucoup plus rapide et beaucoup plus concis.
Alors ce personnage possède comme élément de chakra le Doton et utilise vraiment des techniques physiques redoutables puisqu'il a quand même failli mettre en PLS Boruto et sans Iraishin ça aurait vraiment été compliqué. On est du coup en droit de se demander pourquoi l'alter ego et le Shinju ego de Bug utilisent du Doton alors que Bug de base n'est pas un shinobi et on ne pense pas qu'il possédait du Doton de son vivant. Alors pourquoi ce Shinju ego possède du Doton et pas Bug de base? Ça c'est très bizarre. Et bien encore une fois, c'est le sujet du transfert racinaire. Une personne scellée du coup, les racines vont transférer les informations, les données, l'ADN et du coup faire un transfert racinaire vers la dimension d'Estelle Otsutsuki pour créer un Shinju ego. Ce que je pense à l'heure actuelle, c'est que même si Bug n'est pas un shinobi, même si Bug n'est pas un ninja de renom, il possède du chakra. Comme chaque être humain sur la Terre, on possède toutes et tous du chakra. Je pense donc sincèrement que l'élément du chakra qui sommeillait au fond de Bug était l'élément d'automne, élément qu'il n'a absolument jamais éveillé, mais puisque son transfert racinaire a été fait, le Shinju ego est une version évoluée de l'être humain, donc lui, il peut utiliser le Doton. Et là, ça devient juste extrêmement effrayant. Si notre restaurateur de ramen préféré demain se fait sceller et qu'au fond de lui il a l'élément Katon, eh bien on va créer un Shinju ego expert en Katon. C'est ça qui est effrayant, c'est qu'un humain lambda qui se fait sceller, ça va créer un Shinju ego juste effrayant et juste extrêmement puissant. On va passer d'un civil avec un chakra non éveillé à un Shinju ego éveillé avec potentiel boosté. C'est effrayant, c'est effrayant. Il jettera quant à lui son dévolu sur Ada, pour la simple et bonne raison que, avant de mourir, Bug était sous le charme de l'omnipotence de la jeune femme. Il révèle donc de cette manière l'un des pouvoirs que possèdent tous les Shinju ego, celui de savoir s'ils sont oui ou non espionnés par le Senringan de Ada. Encore une fois, beaucoup trop cheaté, ce Dojutsu, on avait l'impression qu'il avait aucun point faible, mais là du coup on découvre que les Shinju ego peuvent savoir s'ils sont surveillés ou non par Ada. Enfin bref, c'est abusé. Abusé. Il se dirige alors dans un espace-temps complètement différent et menace Ada en face à face, alors qu'elle se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du monstre. Alors on apprendra beaucoup plus de choses par la suite sur le Shinju ego de Bug, puisque à l'heure actuelle, c'est le seul Shinju ego des 4, on ne connaît même pas son prénom, et on ne connaît même pas ses capacités totales, donc on en saura plus par la suite. Pour continuer, nous découvrons ce qui semblerait être le leader des Shinju ego, un homme portant le nom de Jura et tout porte à croire qu'il serait le premier à avoir vu le jour. Pour beaucoup, il serait l'inspiration de Jigen et Ishiki, que ce soit par sa position dans le ciel, le fait qu'il vole, sa manière de parler ou bien sa coupe de cheveux bien particulière. Mais alors, comment une crasse d'ongles aurait fait pour sceller des personnages décédés depuis maintenant plusieurs années? Parce que pour rappel, pour qu'un Shinju ego puisse voir le jour, il faut que le corps principal soit scellé par une crasse d'ongles. Sauf que Jigen et Ishiki sont morts depuis maintenant 2 à 3 ans. Donc il y a un truc qui va pas non plus dans la chronologie et pour l'instant c'est pas faisable. Et bien en réalité, il existe quand même une théorie pour que Jigen et Ishiki soient bel et bien représentés en tant que Jura aujourd'hui. Dans un premier temps, Jigen a eu plusieurs contacts avec Jubi pendant plusieurs années afin de se réapprovisionner en chakra. Nous pourrions donc apprendre que Jubi aurait lui aussi profité de Jigen en copiant son ADN ou bien son chakra. Imaginez sur ce plan-là de l'animé, on voit Jigen qui aspire le chakra de Shinju, mais en réalité, il y a également Shinju qui pompe un peu du chakra de Jigen sans qu'il ne s'en rende compte réellement. Ce serait incroyable que Jubi avait lui aussi une petite longueur d'avance sur Jigen. Et donc, puisque Shinju avait lui aussi aspiré le chakra de l'Ototsuki, eh bien, il a pu prendre son apparence. Mais j'y crois pas trop. La deuxième théorie, c'est qu'il s'agit tout simplement de l'apparence humaine et officielle de Shinju. Car une chose qui n'est pas à nier, c'est qu'une ressemblance rapide existe entre le Jubi qui se trouvait au sol et le Shinju ego qui nous fait face aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore un souci, c'est qu'il possède des Magatama sur le torse, chose que les autres Shinju ego ne possèdent pas. Chose qui pourrait donc prouver une nouvelle fois sa supériorité hiérarchique et le mettre en tant que chef et leader de l'organisation Shinju ego.
Il possède également dans son dos un Rinnegan comme Hagoromo en possédait de son vivant. Ce Shinju Ego-là se rapproche donc très rapidement des Otsutsuki et de leur savoir. Pour finir, une chose me dérange beaucoup avec ce personnage, il est en réalité le seul et unique personnage masculin à avoir de longs cils noirs, chose que Ikemoto réserve en temps normal pour les personnages féminins de l'œuvre. Et je ne rigole pas, je te mets au défi de trouver des personnages masculins dessinés par Ikemoto actuellement qui ont des longs cils. Il n'y a pas beaucoup de personnages, ils sont que 2 en fait. La fenêtre des possibilités s'agrandit encore plus puisqu'en réalité, il aurait probablement hérité des yeux de Code en plus de son fer et de son chakra. Ça veut donc dire que ce Shinju Ego-là se serait tellement accaparé l'énergie et le chakra de Code qu'il aurait lui aussi ce trait instinctif et physique qui sont les longs cils. Il serait tellement accaparé son ADN qu'il aurait les yeux de Code. J'y crois pas trop. Mais encore une fois, ce ne sont pas exactement les mêmes cils, donc c'est ça qui me rend très perplexe. Les cils de Code sont très longs et très épais, et ceux-là sont très longs et très fins. C'est con que je bloque sur des cils, mais captez une chose, ce sont les 2 seuls personnages masculins de l'œuvre Boruto à avoir de longs cils. C'est normalement réservé pour les personnages féminins. Pour finir, une 3e théorie existe pour que Jura soit au final l'alter ego de Sabaku no Gaara. Si on a bel et bien compris quelque chose avec le chapitre numéro 5 de Two Blue Vortex, c'est que les Shinju Ego souhaitent dévorer la personne à qui ils tiennent le plus. La question est donc simple, qui tient réellement à Naruto Uzumaki? Parce que oui, Jura souhaite dévorer le 7e Hokage. Qui voit Naruto comme un sauveur, comme un héros? Qui voit Naruto Uzumaki comme une personne à protéger? Eh bien, ouais, je vous dirais Sabaku no Gaara. Le Yondaime Kazekage est pas apparu dans le manga depuis bientôt 3 ans. C'était lors du chapitre numéro 57 de mémoire, et Gaara demandait à Naruto s'il était prêt à ôter la vie de son fils si un jour il venait à perdre le contrôle sur Momoshiki. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle de Gaara, il a complètement disparu des radars. Gaara est pourtant l'un des personnages de l'œuvre Naruto aimant le plus justement le 7e Hokage. Gaara est l'un des personnages les plus cultes de la série. Bien plus que de l'amour, il s'agit d'un respect immense envers l'homme lui ayant sauvé la vie, et c'est pour cela que Gaara était prêt à donner sa vie à la fin de la 4ème Grande Guerre Shinobi. Souvenez-vous du discours de Gaara, c'était incroyable. Il était prêt à se faire couper la tête par des randoms. Incroyable, incroyable. Si Jura est l'alter ego de Gaara, eh bien on aurait une explication sur cette coupe de cheveux dégueulasse que possèdent Jura et Gaara. Parce qu'on va pas se mentir, les deux ont la même coupe très moche. Ouais. Mais encore une fois, je pose la question, en quoi l'alter ego de Sabaku no Gaara serait intéressant pour le scénario? Parce que, bien plus que faire du fanservice, il faut que ce soit quand même intéressant. Dans un premier temps, il s'agirait de remettre en avant le Yondaime Kazekage, qui dans l'œuvre Boruto n'a eu qu'un seul combat qui s'était soldé par une défaite. Rappelez-vous, Momoshiki l'avait déboîté, et ça on n'avait pas aimé. Respectez Gaara un peu s'il vous plaît là. Il s'agit tout de même de Sabaku no Gaara, personnage iconique de Naruto mais possédant une écriture proche du néant. Il y a Tenten, il y a Gaara, et les deux sont vraiment très très proches. Et encore je rigole parce que Tenten gère les examens Chunin, on la voit dans plusieurs hors-séries, elle affronte Ishiki, et en plus elle possède les armes du Rikodo Sennin. Elle est limite plus importante que... Putain, elle est limite plus importante que Gaara, je viens de me rendre compte à l'instant là. Oh merde. Secondement, on pourrait vivre un nouveau combat Gaara versus Naruto, et ça, pour le fanservice, bah on dit pas non. C'est du fanservice, mais les gars, on va pas dire non. Troisièmement, la personne qui serait missionnée pour arrêter Jura pourrait très bel et bien être Shinki, fils adoptif de Yondaime Kazekage, shinobi promu à un grand avenir, mais qui est encore à l'heure aujourd'hui disparu depuis l'examen de Chunin. Et lui, ça fait bientôt 6 ans, 7 ans, qu'on l'a pas vu dans le manga. Jura pourrait donc de cette manière proposer le développement de Suna et d'une nouvelle génération prometteuse. L'homme ayant toujours voulu protéger Naruto Uzumaki souhaiterait désormais le dévorer. Alors je ne sais pas du tout si Kishimoto partira sur ce genre d'écriture, mais vraiment, il y a un truc à faire. Imaginez là les ennemis actuels, c'est Gaara et Sasuke. Incroyable. Incroyable. Et pour finir, on retrouve Hidari, le Shinju Ego de Sasuke Uchiha. Putain, il est repassé du côté des méchants.
Il fallait le tuer à l'époque. Hidari est donc le deuxième personnage de Boruto à avoir ce prénom. Encore une fois, les gars, faites des efforts puisqu'il y a déjà eu un antagoniste qui s'appelait Hidari dans Boruto. Il était inutile, mais il y en avait déjà un. Parce que rappelez-vous-en, le tout premier ennemi de la toute première mission de la Team 7 portait également le nom de Hidari. Il s'était fait victimiser par Konohamaru, avec un très beau Rasengan d'ailleurs. Mais voilà, ce gars s'appelait également Hidari. En tout cas, Uchiha Hidari est pour l'instant le personnage le plus intéressant car il est le seul à se poser des questions sur la raison de son existence et son rôle dans le monde. Je tiens à être clair avec vous, Hidari est beaucoup plus puissant que Uchiha Sasuke. Pour la faire simple, le rival de Naruto était borgne mais possédait également qu'un seul bras. Déjà, faut avoir ça en tête, Sasuke avait un bras et un œil. Le gars était estropié, un vrai soldat quoi. Hidari possède 2 bras, il peut transformer son corps en lame, il possède 2 Rinnegan, donc il possède les 6 chemins de Pain, il aurait sûrement récupéré sa capacité de Dojutsu liée à l'espace-temps, et pour finir, il possède comme les 3 autres corps la capacité de savoir si oui ou non Ada l'espionne avec son Senrigan. Mais ce n'est pas tout, les Shinju-Ego peuvent également voyager d'un corps à l'autre comme les crasses d'ongles, puisque sur le corps des Shinju-Ego, on retrouve les traces de griffes de code. Donc, Hidari peut voyager dans le corps de Jura dans le corps de Bug et Bug dans le corps de Matsuri. Ils sont tous connectés. Donc déjà, ils ont la vision partagée via le Rinnegan, mais ils peuvent également utiliser des téléportations via leur corps. C'est abusé. Les affronter, eux, en équipe, c'est une mort assurée. C'est d'ailleurs pour ça que Kashin Koji demande à Boruto de prendre la fuite, sinon il serait mort. Ils sont trop cheatés, trop cheatés. Hidari vise, quant à lui, et comme ses prédécesseurs, la personne qu'il aime et chérit le plus. Je parle bel et bien de sa fille Uchiha Sarada. Pour finir, tant que je parle de Hidari, je tenais à vous dire que pour moi, il ne sera pas l'antagoniste de la saison ou de la série, ou bien il ne sera pas antagoniste pour très longtemps, et il risque de devenir, comme je le théorisais il y a maintenant plusieurs mois, un protagoniste se rangeant du côté de Boruto et Kashin Koji, mais bien plus que cela, j'ai la certitude que Hidari sera le nouveau corps de Uchiha Sasuke. En réalité, le sacrifice de Sasuke possède une grosse problématique. Déjà, je pense qu'il surpasse les crasses d'ongles et de loin. Tu fous Sasuke contre une crasse d'ongles, pour moi, il n'y a pas de débat. Il lui roule dessus très violemment. Sur la case que l'on peut découvrir, Sasuke a tué 7 crasses d'ongles avant d'être scellé par une 8e qui deviendra Hidari. Alors oui, en effet, il y avait Code dans le combat, mais il était très mal au point, car il venait en fait de se faire crever l'œil. Code venait de perdre sa pupille gauche, et il était très affaibli. Juste regarde sa gueule, et dis-moi qu'il n'est pas affaibli le gars, il est au bout de sa vie. Et bien même si Sasuke a perdu son Rinnegan, il s'agit quand même de Uchiha Sasuke. Ça veut dire que le gars venait de perdre son œil, et il s'est tapé contre Burushiki. Donc le gars, voilà, c'est quand même Uchiha Sasuke. Quelques pages avant sa fin, Sasuke explique sérieusement à Boruto qu'il n'a plus rien à lui enseigner, que l'apprentissage n'est pas terminé mais que son rôle de sensei se termine ici. Boruto Uzumaki a appris tout le savoir que pouvait lui donner Uchiha Sasuke, que ce soit dans la pratique ou bien les jutsu à apprendre. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose, si Boruto et Sasuke avaient affronté ensemble Code affaibli, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient pu gagner Sasuke s'est fait sceller, Sasuke a buté tous les crasses d'ongles, il restait que Code, regarde la gueule qu'avait Code. Maintenant, si on rajoute Boruto dans le processus, tu vas vraiment me faire croire que Boruto n'aurait pas pu gagner que Sasuke, je sais pas, il y a un truc qui est trop chelou en fait. C'est très chelou. Nous savons que Code éveillé est plus puissant que Jigen, Jigen ayant mis à mal Sasuke full power, mais quand même, le Code était affaibli. Code était très affaibli, il avait perdu un œil, il était blessé, il était pas mourant non plus, mais encore une fois, je le répète, regarde sa gueule, il y avait un truc à faire quoi. Si Boruto était rentré dans la bataille avec ses capacités, parce que de ce que dit Sasuke, de ce que dit Uchiha Sasuke, on n'avait plus rien à lui apprendre, bah il y avait moyen de faire un truc quoi. Il y avait vraiment moyen de faire un truc. Je sais pas, c'est bizarre, hein, je le répète, mais c'est bizarre. Très chelou. Le sacrifice de Sasuke cache vraiment quelque chose, car même s'il venait à être scellé, même si dans le pire des cas il venait à se faire tuer ou à perdre la vie, eh bien en réalité, Sasuke, il possède Izanagi en fait.
C'est bizarre, je sais que c'est bizarre. C'est très bizarre. Vous allez me faire croire que Sasuke, qui est l'un des personnages les plus intelligents de la licence, n'a pas utilisé Izanagi et a préféré se laisser sceller sans rien faire. Il aurait, selon moi, utilisé Izanagi afin d'avoir une seconde chance. Alors oui, il serait bel et bien devenu aveugle, puisque le Sharingan serait donc devenu mort, Rinnegan crevé, Sasuke aveugle contre Code, c'est un peu perdu d'avance, mais quitte à être réellement perdu, autant essayer. Pourquoi il s'est laissé sceller alors qu'il possédait Izanagi? Sasuke, une fois mordu, a laissé le Fuinjutsu s'activer et a quitté notre monde. Aujourd'hui, Hidari existe et il se pose, lui, des questions sur son existence et le rôle qu'il doit jouer dans les missions de Shinju Ego. Et lorsqu'il se pose des questions sur qui il est réellement, Jura le regarde et Jura comprend qu'il n'est pas comme les autres Shinju Ego. Si vous connaissez un peu la scénarisation, si vous connaissez un peu les mangas, cette case-là de Jura qui regarde Hidari, eh bien c'est vraiment une case qui laisse comprendre que Jura pense quelque chose de Hidari et on ne révèle pas la chose pour l'instant. Ça a été fait à l'époque avec Jigen qui parlait à Kashin Koji et Amado. Jigen savait qu'il y avait un traître, il parlait à Koji et Amado et il y avait la même case avec les petits points en mode... les gars, enfin, je sais que c'est vous les traîtres, mais allez, on va faire genre, je le sais pas réellement, tu vois. Bah là, Hidari, il est posé, c'est le seul Shinju Ego qui est en mode « Mais qui sommes-nous? Pourquoi j'existe? Quel est mon rôle ?» Et t'as Jura qui le regarde en mode t'es pas comme nous, enfin, tu te poses beaucoup trop de questions. Donc, on sait que Hidari est différent des autres Shinju Ego. La réflexion de Sasuke reflète sur le Shinju Ego aujourd'hui. Alors, vous verrez, mais Sasuke va utiliser un stratagème très précis et il arrivera à sortir de Fuinjutsu et quand ce jour-là va arriver, il récupérera le corps de Hidari et nous reverrons un Sasuke avec 2 Rinnegan et 2 bras. Enregistrez la vidéo, faites ce que vous voulez, mais ça va arriver. Sasuke va utiliser un Izanagi ou un Izanami 2.0, il va faire un truc chelou avec une possession de corps. Je sais pas, moi, Sasuke, c'était l'élève de Orochimaru, donc il a dû voir des choses sur des possessions de corps. Il a dû voir des trucs. Marc Maudite, je sais pas trop ce qu'il peut faire, mais je peux vous promettre une chose. Sasuke va réussir à prendre contrôle de Hidari, et on reverra un Sasuke avec 2 bras, 2 Rinnegan, et là on va se dire, ah le bâtard. Ah le bâtard. Genre, vraiment, je ne rigole pas. Je suis très sérieux. Sasuke va réussir à déjouer le Fuinjutsu des Krasdongles et va réussir à reprendre la possession sur Hidari, comme Itachi avait réussi à s'en sortir de l'Edo Tensei. Mais vraiment, ça va arriver. Enregistrer la vidéo. Je devais le dire il y a un mois, mais j'ai pas pu faire la vidéo du chapitre 4, donc là je sors la théorie un peu tard. Mais j'avais déjà écrit la théorie là il y a un mois. Ça c'est dur à me croire, mais c'est le cas. Le fait que Hidari souhaite partir à la rencontre de Sarada est sûrement d'ailleurs la solution pour sortir Sasuke de son sommeil. Peut-être qu'en rentrant dans le dojutsu de sa fille, Hidari subira un choc émotionnel et Sasuke pourra reprendre le dessus. Parce que rappelez-vous-en, lorsque Sarada a activé son Mangekyou Sharingan, elle regardait Sasuke dans les yeux, ça lui a fait un trouble, ça lui a fait un choc, et là Sasuke est parti du coup pour sauver Boruto pendant 3 ans, pour l'aider, l'entraîner, et peut-être que du coup quand Sarada va retrouver Hidari et activer son Mangekyou en regardant Hidari, bah Hidari, ça va lui rappeler le souvenir de Sarada qui avait activé son Mangekyou il y a 3 ans. Et Hidari va avoir un gros bug, il va se dire « Ouais, bah attends, ça me rappelle un truc et tout. » Et là, Sasuke va reprendre le dessus sur Hidari. Notez les gars, hein, ça va se passer. Je suis un génie. Je suis un génie. En tout cas, rien n'est impossible et Sasuke a toujours aimé les paris risqués. Donc, ça lui ressemblerait très bien en réalité. Voici donc les 4 Shinju Ego qui existent pour l'instant dans l'œuvre Boruto Two Blue Vortex. Jura, Matsuri, Hidari et le Shinju Ego de Bug qui n'a pas encore de nom. Merde. Alors attention, d'autres alter ego apparaîtront dans les mois à venir et j'ai déjà hâte de voir leurs objectifs et leurs affrontements. Faites une théorie, qui seront les prochains Shinju Ego pour vous? Parce que, je le rappelle, si un gars se fait mordre, eh bien il y aura un nouveau Shinju Ego. Donc, qui seront les prochains antagonistes? Ça va être très sympa, ça. Très très sympa. C'est con, hein, mais j'espère retrouver un Shuji, un Kiba, un Rock Lee. On sait pas, tu vois. Quitte à les rendre utiles, autant qu'ils passent du côté des antagonistes. Hein. Comme ça, on a un Metal Lee contre Rock Lee.
On sait pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, n'oubliez jamais, les Shinjo Ego sont en perpétuelle évolution et nous ne sommes pas prêts pour la suite.